Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Oh putain, ça fait du bien de le dire. Ça fait des années que le mec voulait prendre sa place depuis le départ. Alors aujourd'hui est un jour faste, mes amis. Maximilien ne nous laissant les clés du studio qu'une seule émission par an, il était évident que nous allions tout tenter pour s'aborder cette horrible émission de l'intérieur. The Inside Job, comme disent les Américains. Mais de notre côté, on va la tenter plus franchouillarde et on va tenter le Inside Glow. Puisque je vous propose de partir à la découverte d'un des membres fondateurs de l'équipe de la 5e de couve. S'il vous dit le Ken Akamatsu cholésien. Oh la vache. Le Great Teacher versaillais. L'homme derrière la légende, voire la légende derrière l'homme qui indique si tu peux lire ceci, c'est que tu es arrivé à Cholet. Eh bien, c'est avec un immense plaisir, et je dois l'avouer, une petite pointe d'appréhension, que je vous présente la seconde émission des top 10 personnels de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est celui de Johnny. Salut Joe, comment ça va? Bonjour, ça va, mais j'habite à Chemillé. C'est pas loin, c'est à côté. C'est juste Cholet. à côté. Ouais, après, Cholet est connu pour Cholet Basket, donc j'accepte. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte de ton top 10 personnel, donc absolument pas objectif, full subjectivité. Et il y a une question que j'aimerais te poser pour commencer, c'est toi Joe, comment t'as découvert les mangas? Mais je pense que vous le savez déjà, en tout cas pour les auditeurs fidèles, et je vais certainement me répéter, mais moi j'ai connu le manga grâce à mes cousins parisiens qui eux-mêmes, comme moi, je n'étais pas choletais, n'étaient pas de Paris, ils étaient de Grigny, donc autant vous dire qu'ils ne le mettaient pas sur leur CV. Et clairement, si vous êtes un peu un auditeur fidèle, ça va peut-être avoir un peu de répétition par rapport aux mangas oubliés, parce qu'il y en a beaucoup que je vais dire qui viennent des mangas oubliés. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez savoir d'où je viens, quelle est mon histoire, mon œuvre, enfin mes goûts, mes hobbies. Bah écoutez son EP quoi. Ouais, mais ça me rappelle New York Police Judiciaire. Johnny, voici son histoire. N'hésitez pas de votre côté, chers auditeurs, à réagir et à signaler tout contenu inapproprié dont Johnny ferait l'apologie durant cette émission. Max n'est pas là pour nous ralentir. C'est parti pour la 5e de couve, sous le signe de la vie de Johnny. Nino, elle est pour toi celle-ci. Bienvenue dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous écoutez la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut disséquer, dépecer, charcuter et bizarrement aimer les mangas à la manière de Johnny. Pour protéger mon intégrité physique durant cette émission, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné de mon meilleur bodyguard. Salut Robin, comment vas-tu? Salut, ça va. Du coup j'ai un peu l'impression parce que là je deviens le seul qui n'a pas présenté d'émission maintenant que tu t'y es collé. Et mais attends, c'est pas fini. Toi là on enregistre mais c'est pas sorti. Hein. Oui c'est ça, peut-être que ça va capoter d'ici là. Alors on va commencer avec ton numéro 10, ton numéro 1, tu le vois comment toi? Ah non, moi j'ai tout fait par ordre chronologique, numéro 1. Par ordre chronologie, donc... Alors, c'est pas mon numéro 1 dans mon top 10, c'est un 10, c'est un top des mangas qui m'ont marqué, mais il n'y a pas de chronologie entre les deux. Alors le numéro 1, c'est pas celui que j'ai préféré de ceux qui m'ont marqué. Il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment... C'est l'ordre dans lequel j'ai découvert. Tu vas nous raconter une histoire. Ouais. C'est Battle Royale complet, on y va. Donc ton premier titre c'est I'm a Goddess, qui a été publié en 2001, l'éditeur c'est Pika. 48 tomes quand même, et l'auteur c'est Kozuke Fujishima. Pardon. Oui. Alors en quelques mots, l'histoire, on suit les aventures du jeune Keiichi Morisato qui va croiser la route d'une déesse nommée Belandi et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. Alors qu'est-ce qui t'évoque ce manga de l'eau? Déjà c'est le premier manga. En fait, je vais vous raconter vraiment ma vie parce que en gros quand j'étais petit, ma mère elle m'a envoyé chez mes cousins là, à Grigny pendant 2 semaines pour mes vacances. Et j'ai appris plus tard que c'était aussi ses vacances à elle parce que j'étais pas là. Bref, moi à 10-12 ans, à l'époque, mes cousins ont genre, je sais plus, 14-16 ans. Eux c'est des grands, tu vois, ils sont à Paris, enfin à Grigny, l'opposé de moi, ma campagne, à Chemillé. Ils font partie des gens qui savent et qui regardent plein de choses, qui connaissent plein de choses et surtout qui possèdent plein de choses. Par exemple, ils avaient les figurines articulées de Senseiya première génération, mais un truc de ouf. Et ils jouent par exemple à Chrono Trigger en japonais. Donc ah oui, déjà, parce que j'allais dire, c'est pas... non, ils jouaient, ils faisaient vraiment tout ce qui était... tous les trucs cool à l'époque. Surtout que toi, Chrono Trigger en japonais, tu comprends rien, tu comprends
prends les katanas où il y a marqué Itemu, ils avaient un petit Larousse franco-jap à côté, même s'ils pigeaient rien, ils arrivaient à lancer des attaques, ils étaient trop heureux. Alors c'était cool pour toi, mais c'était pas cool au lycée d'être comme ça. Oui, alors, c'est vrai qu'il va peut-être falloir les inviter aussi. Oui, mais eux ils étaient à Grigny. Bref, j'étais content. Moi, à mon époque, j'achetais chaque semaine le magazine Disney spécial Roi Lion, et tu vois, avec une figurine toute moisie de 2 cm, et j'étais heureux, toi. Alors que voilà. Eux, ils savaient vraiment les grands frères, quoi, au final. Ouais, et un jour, une nouvelle année, je suis arrivé chez eux. C'était pas la première fois, mais là, j'arrivais. Et ils m'ont montré une cassette vidéo, une VHS, comme on disait à l'époque, d'un dessin animé trop chelou. Un truc que j'avais jamais vu et jamais entendu, car c'était en japonais sous-titré français, avec un jaune pas du tout lisible. Et c'était même un OAV pour les connaisseurs. Et bien entendu, c'était Amae Goddess. Les 3 premiers OAV, et c'était incroyable. Ça racontait l'histoire d'un petit gars, là, comme tu l'as dit, qui a pas de copine. Il est petit, donc c'est pour ça qu'il a pas de copine. Ses cousins, ils sont agréés. Et sur un coup de chance, il va se retrouver embarqué dans une fausse relation amoureuse, du moins au début, avec une déesse du nom de Belle Dandy, qui décide d'exaucer son vœu, à savoir rester à ses côtés toute sa life. Et alors moi j'ai beaucoup rigolé sur ce prénom de déesse, parce que du coup j'ai fait plein de jeux de mots, genre t'as de belles dents, dit, enfin, ah bah ça. Oui, là ça mais surtout je me suis totalement identifié au héros, parce que moi à 10-12 ans j'étais pas très grand, j'avais pas de copine, j'ai toujours pas grandi d'ailleurs, et franchement le héros c'était moi. Et du coup, après 2 semaines de vacances chez mes cousins, je suis rentré chez moi, j'ai pris direct tous les tomes d'Amae Goddess qui étaient dispo, et j'ai tout lu, et après s'en est suivi une descente aux enfers pour mon porte-monnaie qui alimente depuis 20 ans une bibliothèque qui désemplit pas et qui dégueule du noir et blanc, quoi, chaque jour. Puis ça, c'est un bouquin qui t'a appris la patience, pour le coup. Non. Et Amae Goddess, c'était assez compliqué, parce que la tomaison, enfin les sorties en France ont été ralenties, et lors du dernier tome, je peux vous dire qu'ils l'ont mis en arrêt de commercialisation 6 mois après. J'ai pas eu le temps de l'acheter parce qu'il y avait que 300 ventes. 6 mois, la fenêtre est courte. Mais du coup, maintenant, il me manque, je sais pas, une dizaine de tomes qui sont à 300 balles. Jamais je vais les acheter, donc je vais essayer de trouver une solution. Voilà. En tout cas, Amae Goddess, c'est mon premier manga romantique, histoire d'amour. Tu les achetais sur ton argent de poche? Comment tu te les procurais? Ah oui, donc tu veux vraiment. Alors ça, c'est une histoire que j'avais pas notée, mais que je voulais dire aussi. C'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'argent de poche. C'était pas vraiment de l'argent de poche, parce que mes parents avaient un hôtel-restaurant, et en gros je travaillait pour gagner mon argent chaque mois. Propre. Genre je faisais l'aspirateur 15 francs, c'est tellement Chanel. je faisais le lave-vaisselle pendant 3 heures, ça faisait 100 francs. Oh là, attends, il y a une différence entre... Oui, mais après ça dépendait s'il y avait beaucoup de clients, si j'étais resté longtemps. Il y avait des etc. secteurs chauds où t'étais payé cher quand t'intervenais. Parfois, comme c'est moi qui évaluais moi-même ce que je voulais gagner, après j'essayais d'être correct aussi, mais il y avait des choses où je sais pas, moi je travaillais par exemple de 20h à 22h, moi à 12 ans, normalement tu dors, et bam, horaire de nuit, bien sûr. En fait, t'étais de la freelance un peu, t'imposais tes tarifs. Non, mais en gros, je pouvais avoir, je sais pas, 500, 600 francs par mois. Ça représentait une vingtaine de mangas, tu vois. Du coup, c'était pas négligeable. C'est pour ça que moi j'ai acheté plein de trucs. Et je referais pas ça aujourd'hui, parce qu'avant, tu pouvais acheter n'importe quoi, et il y avait pas beaucoup de choses. Donc tu pouvais ne pas forcément être déçu, ou en tout cas t'arrêter très rapidement en disant ça c'est nul. Aujourd'hui, il y a trop de choses, tu peux pas tout acheter, c'est pas possible. C'est une belle histoire, un bel exemple de méritocratie. T'as travaillé dur pour te payer tes mangas. Et déjà c'était en francs, même si j'ai 20 ans. Voilà. Donc premier manga Amae Goddess, et m'a marqué toute ma vie, même si j'ai toujours pas fini ma collection. Bientôt, on croise les doigts. On enchaîne avec le deuxième titre. Ça sera donc Video Girl Ai, qui date de 1994. L'éditeur, c'était Tonkam. La série a été conclue en 15 tomes, et l'auteur, c'est Katsura Masakazu. Masakazu, désolé, je crois que je vais vraiment... l'auteur de Z-Man quand même. Oui, je sais, en plus, je l'adore, cet auteur. Quand même. Alors le pitch en quelques mots, on suit les aventures du jeune Yota Moteuchi qui va croiser la route d'une intelligence artificielle nommée Ai et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. C'est marrant ce pitch, je m'en rappelais vraiment pas du tout. Là vous allez avoir un peu un pattern, parce que là on était sur de la rom-com avec Amae Goddess. Bon, Video Girl Ai, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus fantastique, parce qu'elle sort d'une cassette vidéo et que voilà... on est dans la science-fiction carrément, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, mais ça reste vraiment en fond. En gros, moi j'ai mis deux mangas en parallèle, c'est Video Girl Ai et Aisu. Ah oui, t'as triché donc. Ah oui, parce que c'est le même auteur. Et en gros, Video Girl Ai,
Enfin, Is, c'est plus ou moins la même histoire que Video Girl Eye, sauf qu'il y a moins de fantastique. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est plus du quotidien avec autre chose. Mais ce que j'ai aimé dans Video Girl Eye, c'est vraiment, tu rentrais un peu dans le... C'est un peu mon premier manga coquin, tu vois. Genre, on voyait, c'était vraiment bien dessiné. Parce que autant... Ouais, voilà, exactement. Non, pas exactement au même niveau, par contre. Non, mais autant à My Goddess, tu vois, bon, les filles, je trouvais que c'était sympa et c'était des dessins. Ouais. Mais par contre, Video Girl Eye, pour moi, c'était genre des vraies femmes. C'était vraiment bien. L'intelligence artificielle. Non, mais c'était incroyable. T'imagines même pas. Et en gros... Moi, ce que j'ai pas aimé dans Video Girl Eye, c'est le côté qui était peut-être un peu trop fantastique et surtout, il finit pas avec la meuf que je voulais. Il finit, je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler, même si vous avez pas le lire. Mais en gros, moi, je voulais qu'il finisse avec. Enfin, il y a un triangle amoureux et il choisit pas celle que je veux, même si l'autre est nul. Mais c'est pas grave. Et c'est pour ça que quand j'ai lu Is, c'est vraiment mon manga pour le coup. C'est ce que j'allais te dire. Is, c'est celui que je préfère de tous les temps. Je pourrais le relire chaque année sans problème. C'est ton GOAT. À part qu'il me manque, mon GOAT de l'édition de luxe, si jamais vous avez les 3 derniers tomes. Mais Is est beaucoup plus, raccroché dans le quotidien. Il y a moins de SF, même s'il y a toujours un petit truc. C'est très tranche de vie. Oui, alors, en gros, moi, ce que j'ai aimé dans Is, c'est vraiment la fin. Déjà, la fin, il finit. C'est ce que j'allais te demander. La fin, il finit avec celle que je veux. La fin te convenait. Ouais. Voilà, moi, je trouvais la fin super cool. Non, pour le la coup, fin est très bien et surtout, j'ai gardé en tête, j'ai gardé toute ma vie ça en tête, c'est que le héros, il a pas vraiment de rêve dans le manga et c'est un peu un fil rouge. Il cherche son rêve, il sait pas quoi faire. Il voit que la meuf dont il est amoureux, elle, son rêve, c'est de faire du théâtre, c'est d'être sur scène, etc. Et lui, il trouve pas de rêve. Et à la fin, finalement, on lui dit ok, t'as pas trouvé ton rêve, mais c'est ok. Et finalement, on lui dit bravo, tu as attrapé ton rêve, parce que finalement son rêve c'est quoi? C'est quand il donne la main à sa copine et qu'il reste avec elle. Un rêve tout simple. C'est trop bien. Et ça, du coup, t'as quel âge quand tu découvres ces œuvres-là? Tu tombes dessus comment? J'avais 15 ans. Bah là, c'était mes cousins. Clairement, à My Goddess, VGA et Is, c'était mes cousins parce qu'ils les avaient en manga. Et puis, moi, quand je vais chez eux, je lis tout. Donc, t'as vraiment lu les deux en même temps, quoi, Video Girl Eye et Is. Ouais, parce que Video Girl Eye, c'est sorti en 94, ils les avaient déjà édition Tonkam. Et puis après, Is, c'était en 2000. Du coup, 2000 ou avant, je sais plus. Et pareil, je les avais lus. Et par contre, quand Is, je les ai lus, j'ai fait, waouh, direct, j'ai tout pris. Alors que VGA, tu vois, j'ai juste pris la version de luxe. Est-ce que t'as chialé un peu? Je pense pas. C'est quand même assez triste. Ouais, mais c'était il y a. Il y a des passages tristes. Il y a pas si longtemps que ça, mais il y a longtemps quand même. Mais non, je crois pas. Je crois pas que j'ai chialé. Mais je me souviens des scènes comme si c'était hier. Et c'est le même auteur, les deux, c'est ça? Oui. Et t'avais conscience à l'époque que tu lisais vraiment deux œuvres du même auteur? Oui, ça je savais parce que c'était quand même marqué sur les tranches et tout. Donc ouais. Mais ouais, le GOAT Is. D'ailleurs, je vais le relire, je pense. Très bien. Parce que la première fois qu'il embrasse sa meuf et tout, c'était le jeu du roi et c'était incroyable. Moi, je me souviens de la séquence de l'hôtel. Je me souviens qu'elle m'avait pas mal marqué, que je l'avais trouvé plutôt cool. L'hôtel avec les jeux où tout le monde est au même endroit. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et le jeu du roi était aussi dans le métro quand elle lui dit qu'elle l'aime et tout. Toi, c'est vraiment des scènes que j'ai dans ma tête. Des meilleures séquences de Video Girl Eye. Non, c'était Is. Allez, on enchaîne. Le prochain titre, je vais me planter sur la prononciation parce que je l'ai toujours appelé 3 fois 3 Eyes. Moi aussi. Mais je crois que c'est ça. Qui date des années 2000. Je crois que c'est pas 3 Eyes, c'est pas possible. Alors, l'éditeur, c'est Pika, mais du coup, quand je suis allé rechercher toutes les infos techniques, je suis retombé sur le mot manga player. Parce qu'avant, il y avait un magazine de prépu. Exactement. Qui est devenu, on va dire, Pika Édition. Et oui, ils étaient pré-publiés, il y avait plein de choses dans Manga Player. Ouais, Flag il y avait Fighter, les Clamps, il y avait donc My Goddess c'était dans oui, Manga Player. Oui, c'était dedans aussi. Moi, du coup, c'est le seul souvenir que j'ai de cette série parce que j'ai lu un chapitre dans un tome, tu vois, et je me suis arrêté là. Donc la série fait 40 tomes et l'auteur c'est Yuzo Takada. Alors pour le pitch, on suit les aventures du jeune Yakumo qui va croiser la route d'une immortelle nommée Pei et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. Les pitch Netflix, ils sont trop bien. 3 fois 3 Eyes, c'est mon premier. Déjà, c'est mon premier seinen. J'en avais pas conscience à l'époque. Mais c'est mon premier seinen fantastique. Pour moi, j'ai acheté un manga comme les autres. J'avais pas en tête cette catégorie shonen. D'accord, les shoujo, j'avais bien en tête parce que je voyais. Typiquement, dans Manga Player, il mélangeait tout. Il y avait de tout dedans. Mais là, clairement, en cherchant un petit peu aussi des infos, je fais ah ouais, c'était un seinen. Mais je comprends mieux. Maintenant, je comprends mieux pourquoi parfois j'ai été un peu
peu choqué par des scènes ou autres. C'était pas un truc d'une violence extrême, mais je me dis que ça sortait de mes comédies romantiques forcément. Même si là, l'amour est quand même au centre d'une certaine. Et le cul et la violence. Alors le cul non, mais en gros c'est assez strange parce qu'on a affaire un peu à un Pokémon-like vu que le mec. Explique-nous ça. En gros, je sais plus trop. Il faudrait que je relise. En fait, ça m'a donné envie de le relire quand j'ai fait ce pitch-là. Mais après 40 tomes, il faut que je retombe dessus. Mais il y a une sorte de lien entre le mec et la fille. Tu veux dire que Pei, c'est Pikachu ? Ouais, non, Pei, c'est plutôt Sacha. Parce que je crois que le mec est mort. Je suis pas sûr. Non, c'est son père qui meurt. Non, pas dans Sacha. Mais je crois que le mec est mort et elle, en gros, elle le revit. Je suis pas trop sûr. Non, c'est encore, ça le pitch. C'est le père du mec meurt et il rencontre la fille. Et du coup, la fille est une immortelle. Mais je me demande s'il y a. Bon, mais à quel moment il y a Professeur Chen dans ce. Il arrive parce que il a des pouvoirs et ces pouvoirs, il les acquiert avec d'autres créatures qui viennent du monde de la meuf, de l'immortel, et il peut en avoir plein, il peut les sortir tous ces fur et à mesure. Ouais, d'accord. Okay. Ouais. Après, je vous dis ça, mais j'ai pas relu, et ça se trouve, c'est faux. Mais je me souviens, moi, je voyais les jaquettes et tout, il m'avait toujours attiré ce manga, et j'avoue, j'y suis jamais allé, et maintenant, bon, c'est un peu tard, mais c'est vrai que c'est toujours un manga que j'ai dans ma tête où il était iconique, hein. Ouais, j'ai en tête les couves et tout, le style, et mais peut-être il y avait beaucoup de tomes, je crois, et ça me. Il y en a 40. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'au Japon, c'est assez culte. C'est un peu l'équivalent, je sais pas moi, toi Slayers, ça reste assez culte au Japon. Oui, je pense qu'on est un peu dans le même genre de série, un peu plus violent quand même. Enfin, moi c'est le souvenir que j'en ai, c'est d'un truc vraiment sombre quand même dans Manga Player. Pas moi. Pour moi, il se distinguait. Non, moi je me souviens des combats, je me souviens de l'amour. De l'histoire d'amour qui était assez compliquée parce qu'il fallait qu'il sauve le monde en même temps, il devait se séparer, je sais plus quoi, mais en vrai non, mais je pense que je vais le relire là après cette émission. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans les mangas oubliés. Ah bah oui, mais ça me dit un truc. Je crois que j'ai même le visuel sur la miniature YouTube. Je le vois, tu vois. C'est vrai. Après, on dit ça, mais on pensait aussi que Kyo, c'était un groupe à partir du Samurai Deepers Kyo. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nos souvenirs. On s'est construit des faux souvenirs. Des faux souvenirs. Du 4x3S, premier seinen fantastique que je vais relire incessamment sous peu. Là, j'ai ma collection entière, donc je suis très content. J'ai mes 40 tomes. Et ça parce qu'ils doivent pas être faciles à trouver maintenant, je pense, non ? Ouais, je sais pas. J'ai pas regardé. Je pense qu'on peut le trouver en numérique. Je sais pas si Picard a été là. Maintenant, c'est un Arcom, ça c'est sûr. Ouais, on arrête comme. Après, faut voir parce que c'est vieux. Donc, mais déjà à l'époque, ils étaient assez larges les tomes. Grosse pagination. Ouais. C'était vraiment là, t'avais l'impression, tu fais waouh. J'en ai pour mon argent là. Là j'ai pris donc 3x3 Eyes. Ta semi-découverte du seinen. On va donc enchaîner avec le suivant. Le suivant, c'est un titre qu'on connaît tous les trois. C'est Shaman King. Ça date de 1998. L'éditeur, c'est Kana. Alors, je dis 32 tomes. On va pas compter les spin-offs, les suites, les fausses fins. 32 tomes. Bah 33 avec la réédition. Voilà, exactement. Mais on vient de dire ça. Non, mais la série, c'est 33 tomes. Alors, on va dire 33 tomes. Et l'auteur, c'est Hiroyuki Takei. Alors, pour expliquer très rapidement le principe, on suit les aventures du jeune Yo Asakura qui va croiser la route d'une chamane nommée Anna et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. J'aime bien parce que tu l'as vraiment résumé comme si c'était une rom-com. Ouais, alors que pas du tout. C'est vraiment le résumé vraiment pour Johnny, quoi. Du combat. Mais moi, Shaman King, il m'a marqué pour une raison assez principale qui est le rêve de Yo, tu vois. Le rêve de Yo, c'est de Yo Asakura, c'est de vivre tranquille. Ouais. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait putain, mais c'est trop un bon rêve. Genre vraiment, je veux pas être riche, je veux pas être connu ou quoi que ce soit, je veux juste être tranquille et qu'on me fasse pas chier. Et ça, par contre, je l'ai gardé vraiment toute ma vie. Maintenant, tu vois, je sais pas, moi au taf, il y a des gens qui m'appellent en disant ouais, il y a des clients, il faut leur payer ça. Je fais ah, vas-y, tu sauves des vies. Non, bon, bah alors ta gueule. Et du coup, je fais moi, je veux juste vivre tranquille, juste me fais pas chier. Tu vois, je suis content, j'ai ma femme, j'ai mes enfants et je vais très bien. Et Shaman King m'a marqué pour ça. Et je me souviens aussi clairement du prix quand je les achetais, hein, c'était 35 francs. Et honnêtement, j'ai vraiment l'étiquette en tête. Genre, je vais voir mon libraire et je fais ah cool, Shaman King, le dernier 35 francs. Ça, c'était une bonne époque. Mais Shaman King, c'était assez ouf. Franchement, le début, on sait pas trop dans quoi on tombe. En plus, il y a pas mal de textes. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de textes comme Samurai Deepers Kyo, on a parlé la dernière fois, mais j'ai l'impression que je sais pas qu'avant on faisait beaucoup plus de textes, beaucoup de trucs dans les tomes 1 qu'il y a pas forcément maintenant. J'ai l'impression que maintenant dans les tomes 1, c'est vraiment
il faut que tu puisses aller très vite et que tu comprennes tout avec pas beaucoup de dialogue, toi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi que les titres de l'époque prenaient peut-être beaucoup plus de mise en place d'univers en tout cas, parce que là c'est vrai que le Shaman Fight est expliqué très tôt dans l'histoire, et c'est vrai que si tu prends l'opposé complet à l'heure actuelle, les webtoons par exemple, c'est vraiment en une page, la plupart du temps ton univers est posé parce qu'on part du principe que le lecteur connaît, et donc tu peux avancer. Mais il y a un truc qui m'intrigue, Joe, dans ce que tu dis, c'est que toi t'aimes bien le Shaman King pour qu'on te laisse tranquille, qu'on te laisse vivre à la cool. Est-ce que t'as bien compris le sens de Shaman King? Faut se battre pour cette tranquillité. Non mais il faut sauver le monde, clairement. Faut sauver le monde. Après, Yo, il est pas tout seul, et c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est que Anna, tu vois, elle est un peu tortionnaire, autoritaire et beaucoup de choses. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ma copine actuelle. Genre peut-être comme dans le manga. La bise à ta copine. Non mais après, franchement, en vrai, c'est un personnage super stylé. En vrai, elle fait ça pour son bien et elle le rend meilleur. Et clairement, moi, j'ai toujours dit ça à ma copine. Je fais, tu me rends meilleur. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est pas dans Love Actually. Parce qu'en plus, tu dis, son rêve, c'est qu'on le laisse tranquille. En vrai, son rêve, littéralement, c'est le rêve d'Anna. C'est-à-dire qu'il veut construire une station thermale. Parce que elle veut ça, tu vois, et lui il veut qu'elle soit heureuse, et il veut, et en même temps il veut être tranquille, effectivement. Mais c'est vrai que de toute façon on avait fait l'émission là-dessus, on lui avait consacré une émission à Shaman King. C'est vrai que c'est un shonen qui a vachement marqué, je pense, notre génération. Carrément étape obligée, je dirais. Son héros qui dénotait complètement. Moi je me souviens que je crois que c'est genre le premier vraiment shonen un peu fleuve où j'étais accro, tu vois, genre vraiment il fallait absolument que je lise la suite, là où les trucs que je lisais avant, j'avais pas trop encore conscience entre guillemets que j'étais dans une grande saga, et que enfin tu vois, je sais pas comment dire, mais là vraiment sur Shaman King, il me fallait, une fois que j'avais lu des tomes, enfin je les achetais par lot de je sais pas combien, tu vois. 5. Tu bossais dans l'hôtel des parents de Joe aussi? Non, j'avais juste des parents très riches, non, c'est pas... Encore mieux. Non, mais je me rappelle quoi, j'étais vraiment... c'était le premier titre, je pense, où j'étais accro. Addict. C'est vrai qu'en parallèle, je voulais parler de Naruto avec Shaman King. Même c'est un peu l'autre titre. Mais en fait, je voulais pas mettre Naruto parce que il m'a pas marqué en tant que tel dans ma vie. C'est pas comme un way of life avec Shaman King. Mais finalement, j'ai réfléchi. Et pour moi, Naruto, c'est quelque chose de mondial. Je me souviens très bien quand je les ai achetés, je venais de me faire opérer de mes dents de sagesse, on m'envoyait directement chez mes cousins encore, et j'avais demandé des mangas pour faire passer un peu la douleur, et je me souviens même les avoir achetés au continent. Donc, et du coup, t'as eu des mangas sans bosser? Au continent, c'est pas l'Australie. Oui, c'était l'enseigne continent qui existait à l'époque. Et non, là, je les avais pas achetés, on me les avait offerts parce que ça faisait très mal les dents de sagesse. On avait fait 4 d'un coup. Et du coup, j'avais mis quoi du coup, je fais vas-y, achète-moi les 3 tomes. Il y avait 3 tomes sortis à cette époque-là. 4 dents, 3 tomes d'eau, vraiment? Ouais, c'est quoi cette négociation? Il n'y avait pas plus. Et du coup, à la base, je voulais pas mettre Naruto dans ma liste. Et finalement, je me suis dit, c'est un peu ça qui m'a marqué, c'est que je peux pas. Si quelqu'un pense que ce manga est mauvais, du moins en tout cas au début, c'est impossible qu'on me dise ça, parce que mais c'est un truc tellement mondial que si quelqu'un me dit un jour ouais, j'ai pas lu Naruto, je fais vas-y, me parle pas quoi. Enfin juste clairement quoi. Arrête ta vie, enfin t'as rien lu. Arrête ta vie. Oui, non mais en vrai Naruto c'est Naruto, et franchement il finit avec la fille que je veux, donc Hinata, désolé spoil, et j'avais fait le même choix que Naruto moi à l'époque, j'avais choisi Hinata aussi, et finalement parce que Naruto c'était un peu moi. Mais s'il a pas lu Naruto, c'est une bonne chose parce qu'il va pouvoir le lire. Oui, tu vois, moi je serais plutôt du style genre putain, t'as de la chance, tu vas pouvoir. Même s'il veut pas le lire. S'il veut pas le lire, oui, mais là c'est oui, là il faut les forcer. En vrai, s'il a lu, là c'est prison, je pense. S'il a lu une centaine de mangas, il a dit exécution, pas juste prison. Arrête ta vie. Non mais s'il a lu une centaine de mangas, 150, et qu'il a toujours pas eu Naruto, moi je trouverais pas ça normal. Non, mais je suis d'accord sur cette étape obligée. Après, tu sais, des gens qui aiment et des gens qui détestent Naruto, j'en ai rencontré plein. Et en fait, tous les chemins existent, malheureusement. Oui, non, mais je suis d'accord, mais sûr. Tous les chemins existent. Il y a des gens qui adorent les mangas et qui ne bitent rien à Naruto ou ont arrêté au bout de 4 tomes en disant ça y est, c'est bon, ça suffit. Mais c'est vrai que pour des lecteurs de notre génération, je pense que oui, entre Shaman King et Naruto, je pense que tout le monde a ces 2 piliers de lecture en tout cas. Non mais je sais pas, ouais. Après, ouais, si.
Non. Je suis en train de réfléchir si j'avais un mec comme ça. Est-ce que vraiment je serais aussi virulent que ça? Je sais pas. C'est possible. La plupart des débats que j'ai eu à propos de Naruto, c'était sur la fin. C'était rarement sur le. Oui, c'est pour ça. Le début, c'est ça, c'est que Naruto, souvent les gens ils vont te dire oh Naruto c'est nul parce que la fin est nulle. T'es là, genre, mais en fait le début de Naruto c'est incroyable quoi. Donc tu peux pas dire que l'œuvre est achetée parce que t'as pas aimé la fin. Le début de Bleach, c'est ouf. Oui, c'est vrai. Toi, j'ai pas mis Bleach, mais en vrai. Il pourrait faire partie de. Les 16 premiers tomes font partie de ce top 10. On rajoute une nouvelle règle. On va laisser la bagarre un moment. Et on va aller sur ton prochain titre, qui est Love Hina, qui date de 2002. L'éditeur, c'est Pika Édition. Il y a eu 14 tomes et l'auteur, c'est Ken Akamatsu. Donc le pitch, très rapidement, on suit les aventures du jeune Keitaro Urashima, qui va croiser la route de son amie d'enfance Naruzegawa et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. En fait, c'est ça, c'est tout le temps le même pitch, t'as juste changé les noms. Ah, le salaud. J'ai pas changé que les noms. Non, mais en vrai, vous l'avez compris, avec mes premiers titres, essentiellement de la rom-com. Quand j'étais jeune, j'avais pas de copine, j'étais un geek et tout ce que vous voulez. Allez, les violons. Mais j'en ai déjà un peu parlé avec Samurai Deeper Skyo et donc c'est clair que j'ai fait un substitut énorme grâce au manga comédie romantique humour. Et forcément, je suis tombé sur Love Hina, on est obligé de passer par là. Et en plus, à ce moment-là, j'étais en pleine réflexion et en pleine orientation d'études supérieures. Donc forcément, oui, c'est vrai, l'entrée à Todai, qui veut aller à Todai pour retrouver son amour d'enfance dont il a aucun souvenir, moi, ça me parle. Mais en vrai, moi, j'avais pas vu venir la dégénérescence en harem et je m'y attendais pas pour l'époque. Mais toi, à l'époque, j'étais pas choqué. Je me suis pas dit... ouais, écoute, ça va. Enfin, c'est normal, quoi. C'est un manga. Tout le monde l'aime, le mec. Écoute, c'est passe. Oui, ça. Sauf que là, il y a vraiment tout le monde qui l'aime. Et là, j'ai fait bon, d'accord. Dis donc, c'est très différent de mais au moins, à la fin, il se marie avec celle qu'il aime. Et je trouve que moi, c'est ok. Donc, et vraiment, Love Hina, je sais pas, moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé. J'étais très impatient de savoir s'il allait retrouver son amie d'enfance. Spoiler, il ne la retrouve pas. Mais par contre, il se marie avec celle qu'il aime. Et ça, j'étais vraiment très, très... J'ai pas pleuré, je pense. Je pense que j'ai pas pleuré pour ce manga. Mais tu vois, en tout cas, c'est pas comme Negima. Negima, il y a un problème. Il y a un problème parce que là, on a un harem avec un gosse de 10 ans. Et là, c'est chaud. Et j'ai tout lu. J'ai vraiment tout lu parce que c'est du Ken Akamatsu. Donc moi, j'adorais Love Hina. Donc forcément, on met une nouvelle série, je vais le lire. Mais orienté action en plus. Là, avec du recul, je me dis... Je pense que je l'aurais pas lu avec ma mentalité d'aujourd'hui, j'aurais pas lu ce titre. J'en garde un bon souvenir pour l'époque parce que finalement on arrive à mettre de côté le fait que tout le monde aime un gamin de 10 ans. Mais enfin tout le monde, toutes les filles de je sais pas quel âge du harem 13-14 ans, elles aiment un gamin de 10 ans parce qu'il y a beaucoup de combats, ça reste un shonen, il y a peu des histoires dans le temps et tout. En plus, il y a un moment il devient adulte et il y a son père. Donc en vrai, il y a des trucs, il y a des ressorts scénaristiques qui sont pas mal. Mais quand y penses, tu fais franchement ce Moé, ce n'est pas très sain tout ça. Ouf, toi. Mais après, j'en garde vraiment un bon souvenir de Negima. Je préfère garder mes souvenirs d'enfance. Et Love Hina, par contre, je pense que je le relirai et je serais très content de le relire parce que il m'a fait tellement mourir de rire. C'était vraiment. C'est une comédie légère de quiproquo. Ouais. Ça se relie hyper bien. C'était mon fantasme. Je pense que j'ai un peu aussi ce fantasme de femmes violentes contre les hommes et je pense qui se retrouvent souvent dans les mangas. Robin, prépare-toi s'il te plaît. Mais je me demande si finalement quand ma copine me tape, ça me rappelle pas mon c'est vrai qu'elle te tape. Ça rappelle King déjà a priori, mais là du coup elle me frappe souvent. C'est encore une très belle dédicace à ta copine. On pense très fort à elle. Après, j'avoue, en parallèle de Love Hina, j'avais mis Chobits. On monte d'un cran là. J'avoue, Chobits c'est un peu différent parce que ça n'a rien à voir en termes d'amour. C'est pas un harem par exemple. Et on est plutôt dans la complexité de l'amour parce que là on parle en gros c'est un jeune adulte qui acquiert un robot femme et on va voir toute la complexité. Il va tomber, on s'est jamais dit clairement, mais en gros il va y avoir de l'amour entre ce robot et cet humain.
Et donc là, on a tout la complexité amour, robot, homme-machine. On est plus déjà proche pour de l'époque. Vidéo Girl de Katsura, où pour le coup, là, on parle de sentiments, après, de problématiques sentimentales. Showbiz, donc c'était chez Pika. Avec des robots sexuels, a priori. Non, donc les gamins disant non, mais les robots. Non, mais Showbiz, c'était fait par les Clamps. Donc, par les Clamps, pardon. Pas par les Clamps, ça fait bizarre, on dirait un groupe de rock. Mais non, les Clamps. Clairement, je pense que pour l'époque, déjà c'était un peu assez visionnaire. Hein. Le manga il date de 2002. Il faudrait le relire d'ailleurs aujourd'hui pour voir si ça a bien vieilli ou non. Mais toi, c'était vraiment un amour assez complexe. Il y avait beaucoup de philosophie. Quand je dis beaucoup de philosophie, c'est qu'il y a énormément de passages que j'ai pas compris. C'est un mot pour dire genre j'ai pas compris, donc ça doit être de la philo. Quand c'est des choses que je comprenais pas, je fais c'est un peu sectaire, mais ok. Mais non, mais il y a un parallèle avec le robot, je crois qu'il fait des rêves avec un lapin noir, un lapin blanc, et du coup, il y a toute une poésie dessus. Et faut pas se mentir, quand t'es un gamin de 15 ou 16 ans, tu piges pas, tu comprends rien. Et par contre, c'est super beau, mais tu fais, il y a quelque chose là, mais c'est trop philosophique pour moi. Mais toi, j'en garde quand même un bon souvenir et ça me marque parce que je me dis, aujourd'hui, si je le lis, je vais certainement découvrir énormément de choses. Et c'est ce que je vais faire. Je pense que grâce à ce top, je vais relire tous les mangas de mon top, même si je les ai déjà fouettés. Mais c'est pareil, toi, à l'époque, j'avais pas de copine. Gros fantasme sur le robot. Il faut savoir que ce top 10 se passe sur 3 années. Ouais. C'est pas plus. Je peux vous dire que quand ma copine va écouter l'émission, elle va faire ah ouais, loose. Je me suis trompé. En tout cas, clairement, moi j'étais beaucoup attiré par les trucs comédie romantique, tout simplement parce que je connaissais rien aux femmes et je me dis que j'ai appris beaucoup grâce à ces mangas. J'espère que tu as appris plus avec Katsura qu'avec Lovina. Oui, pour le coup. Non mais c'est sûr. Après Lovina, c'était vraiment pour la drôlerie, toi. Oui, c'est plus pour le côté humoristique, quoi. En tout cas, je me demande si les Clamps, en relisant, si les Clamps étaient un peu précurseuses ou pas dans leur domaine, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup aux relations humains-robots. Et tu vois, eux en 2002, ils avaient déjà fait un manga dessus. Beaucoup plus complexe. Dans Showbiz, il y a très clairement une part d'inspiration Blade Runner, Philippe K. Dick et compagnie. Ouais. Du coup, je vais relire ça aussi. Ça va, il n'y a pas beaucoup de tomes, c'est bon. Ça va plus vite. Alors on enchaîne, on s'arrête pas. On enchaîne avec Eureka, qui date des années 2000. L'éditeur pour les anciens, c'est Togebi. Il y a eu 34 tomes et l'auteur, c'est Kim Young-kyung. Alors le pitch, on suit les aventures du jeune Gang-kun qui va croiser la route du jeu vidéo virtuel Lost Saga et découvrir que partager son quotidien avec ne sera pas de tout repos. On a compris. Par contre, j'ai un peu triché là. Parce Pourquoi que c'est pas un manga, c'est un manhwa, tout simplement. Ça vient de Corée. Mais j'en ai acheté. Tu veux dire que c'est un webtoon? Ouais, non, c'est un manhwa. Ça, il était imprimé en papier. Ça, parce que ça, c'est interdit. Il était imprimé en papier. Et Eureka m'a beaucoup marqué. Parce que, je voulais qu'elle soit ma copine, encore. Mais le jeu vidéo. Mais non, mais c'est qu'à l'époque, j'ai joué comme tout le monde à WoW, à World of Warcraft quand il était sorti. Ouais, là, t'avais vraiment pas de copine, là, pour le coup. Mais il y avait trop de gens sur World of Warcraft. Et moi, je me suis dirigé sur EverQuest 2. Personne connaît. Non. Mais ça me dit un truc. Mais c'était un truc, on va dire que c'était le WoW pour les élitistes. C'était super beau. Alors que WoW, toi, c'était un peu cartoon. Oui, c'était moins cartoon, c'est ça, c'était plus réaliste. En gros, et puis il fallait avoir l'argent pour EverQuest 2. Il fallait payer, je sais pas, moi, 15 euros par mois. Alors que peut-être que WoW, c'était à 10 euros. Je me rappelle plus des prix. Mais moi, je suis allé sur EverQuest 2 parce que c'était cool. Et j'avais trouvé une bonne guilde et j'étais content. Et en gros, Eureka, c'est l'histoire d'un mec qui fait du MMORPG H24 qui est super fort et qui a une autre vie dans son jeu, quoi. Genre dans la vraie vie, c'est un gros loser, mais dans le jeu, il est super fort parce que c'est un magicien de feu, etc. Et c'est à partir de ça que j'ai toujours pris un magicien maintenant. Dans tous les jeux que je vais faire, dans Baldur's Gate 3, je prendrai un magicien. Dans EverQuest 2, j'ai pris un magicien. Donc ça, Eureka m'a marqué là-dessus parce que j'étais trop fan du héros et je me suis dit, mais je vais faire comme lui, enfin vraiment je vais jouer à fond. Et effectivement parfois je jouais à fond. Du coup tu jouais, t'as découvert d'abord le jeu, et après t'es tombé sur ce manga où tu t'es dit ah putain, ça me rappelle énormément. D'abord j'ai découvert le jeu et après j'ai fait le manga et après donc ce que je viens de dire du coup. Oui, exactement ce que tu as dit. Mais après c'est vrai que je m'identifiais plus un petit peu toi Eureka, c'est un peu mon fantasme MMORPG d'un mec qui peut jouer tout le temps et qui a le temps aussi d'avoir sa vraie vie. Et c'est à ça que ressemble ta vie, hein. Non, pas vraiment, vu que maintenant j'ai des filles, il faut que je m'en occupe. Mais en gros, il y avait un personnage dans le manga, dans le manhwa, dans Eureka, qui s'appelait Alpha. Et lui, en gros, il avait la classe guerrier
il paraît, mais on ne le sait pas trop. Et il se fait passer pour un ninja alors que la classe, elle n'existe pas. Et en gros, il était toujours joyeux, il était toujours taquin et il manquait pas d'humour. Et donc, ça me faisait forcément penser à moi. Mais en gros, sa grande force, c'était d'être un peu bon partout, dans tous les niveaux. Il avait des stats super hauts partout. Alors que normalement, c'est pas possible parce que souvent, tu te spécialises dans une classe. Quand t'es tank, t'es super fort en défense. Quand t'es healer, t'es super fort en magie de soins. Et quand t'es mage, t'es super fort en magie d'arcane, tu vois. Et lui, il était bon partout. Et je fais, waouh, mais ça, c'est trop mon fantasme. Non, parce qu'il avait juste joué énormément okay. pour augmenter ses stats et faire un peu de tout. Et du coup, ça a toujours été mon rêve d'être bon partout, aussi bien dans la vraie vie que autre. Pas forcément excellent dans un domaine, mais bon un peu partout, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée. Et Eureka me le rappelle de temps en temps. Alors, ce qui est chiant, c'est que j'ai jamais eu la fin. Parce que Tokebi, il a mis sa clé sous la porte. Samji a mis la clé sous la porte. Donc là, on espère que Meian, qui a sorti 3 coffrets jusqu'à aujourd'hui, est-ce que j'en ai 3 ? Ouais, j'en ai 3. Il en manque un, du coup. Va sortir le dernier parce que c'est la fin qui me manque. Ça se trouve, elle est sortie, là, je me suis pas rendu. Ouais, j'ai toujours pas la fin. Du coup, j'espère vraiment qu'elle va arriver. Mais est-ce que t'as pas peur d'être déçu, du coup? Parce que c'est une fin. Tu sais, moi, j'avais, pour le coup, je reviens sur Shaman King, mais j'avais eu un peu ce truc de le dernier tome, est-ce qu'il va pas un peu me décevoir? Parce que j'avais jamais eu la fin. Bon, là, c'était encore autre chose, mais. Non, je pense pas, parce que là, j'ai mon regard de joueur. Du coup, je pense que ça va être une fin ouverte. Mais par contre, je serais très content de replonger dedans parce que, effectivement, toi, j'ai joué à FF14 très très longtemps, genre pendant 400 heures. Donc j'ai fini, j'étais heureux, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un MMORPG. Donc en lisant Eureka, je vais me dire ça va faire un peu comme si je jouais. Donc, mais la question de Robin est pas bête, hein. Tu vas découvrir la fin 24 ans après la série. Oui, il y a peut-être un petit risque. Ouais. Mais après, je trouve ça hyper cool, surtout que moi je ne sais pas terminer les séries, donc je comprends parfaitement que déjà ce serait bien que bon, pourquoi pas. Oui, voilà, déjà si tu réussis à te les procurer, ça sera pas mal. Alors on enchaîne avec l'année 2001. 2001, c'est GTO, l'éditeur c'est Pika. C'est une série en 25 tomes et l'auteur c'est Toru Fujisawa. Donc pour le pitch, on suit les aventures du jeune professeur Eikichi Onizuka qui va croiser la route d'une Toyota Cresta et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. N'importe quoi. Elle était blanche la Toyota. Oui, c'est vrai, j'ai hésité à le mettre en plus. Non mais GTO, Onizuka, c'est un peu mon mentor. Ah bah là, sûr, évidemment. Ton professeur, ton sensei. 22 ans, toujours puceau. Non, quand je pense à GTO, alors quand je dis GTO, déjà, faut prendre les 20 premiers tomes. Hein. Les 5 derniers, vous pouvez les oublier. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Bon, je suis pas très d'accord, mais bon. Mais les 5 derniers, moi, quand je les ai lus, j'ai acheté vraiment un par un. Quand le 21, 22, 23, 24, 25 est sorti et quand sont sortis et je les ai eus, j'ai fait putain, t'as vraiment fait ça juste pour rajouter du commercial et vendre plus parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est les Angels quoi, qui arrivent à ce moment-là. Ouais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. J'aime bien le dernier. Je trouve qu'il y a beaucoup de tension mais dans le là, tu vois, je l'ai bon. vraiment senti en me disant là, t'as continué pour qu'on achète. Ouais. Et là, ça m'a fait chier, tu vois. Déjà à l'époque, je pensais ça. En tout cas, l'apogée pour moi de GTO, c'est le tome 13, bien entendu mon préféré. Et pourquoi c'est mon préféré? Parce qu'il y a une des bombes de l'école qui sort avec un loser, encore une fois. Donc je me suis identifié à ce loser, même s'il avait des très grands pieds et que moi je n'avais pas des très grands pieds. Et en gros, à un moment, c'est vraiment pour moi le must du must. C'est un mec, c'est un geekos qui détestait tout le monde, il a fait des tentatives de suicide et tout. Bon, j'en suis pas là moi, mais en tout cas lui il en était là. Et il y a une des filles qui l'aime pas, qui le déteste parce que pour tout ce qu'il représente. Et finalement elle va tomber amoureuse de lui. Et là j'ai fait waouh. Mais il est très chouette ce perso. Non, parce qu'en plus, tu sais, il y a un côté où Onizuka lui permet de se venger. Techniquement, il devrait pas se venger, tu vois, ce perso, mais en fait, il se venge un peu. Du coup, tu le prends en affection, et puis le fait qu'il grandisse en même temps que la série, évidemment, c'est peut-être le perso avec qui t'es le plus attaché. C'est le meilleur ami, élève de Onizuka en plus. Il joue avec lui et tout le temps aux jeux vidéo. Mais même Onizuka à la fin, c'est pas tant une vengeance parce que lui, il a compris la situation et il voit que la jeune fille, elle a des sentiments pour lui. Et donc, lui, il va organiser tout ce qu'il faut pour qu'elle lui dise exactement et qu'elle reconnaisse ses sentiments, tu vois. C'est pas forcément pour elle, c'est pour qu'elle reconnaisse ses sentiments. Non, je parle au tout début. Au tout début, il se venge d'elle et il y a un côté un peu jouissif à voir 3 pestes se faire. C'est avec elle en plus qui dort. Non, c'est lui qui est. Si c'est elle, à un moment elle crève de froid et lui il se met tout nu avec elle pour la réchauffer. Et là tu fais waouh,
Il est chaud. C'est interdit ça ou la chaleur corporelle, ok. Et je me suis toujours dit, tiens, s'il y a s'il y a une femme qui a des problèmes de froid, je me suis dit, bon, la chaleur corporelle, est-ce que ça marche vraiment? Mais j'ai vu plein de séries. Bon, et pour info, elles ont rarement des problèmes de froid. Non, mais de froid quand tu dois. Tomberas rarement dans ce cas-là où tu devras prendre une décision. Non, mais quand tu dois réchauffer quelqu'un, après, rien de mieux que la chaleur corporelle. Tout pareil, ça t'arrivera très rarement dans la vie de devoir. Dans la saga Grisha, ils ont fait pareil. Je me suis dit, vas-y, ça doit être. C'est ça ou dormir dans les entrailles d'un animal, quoi. Après, tu prends. Oui, mais ça reste pas longtemps. Quoi. Les entrailles d'un animal, c'est chaud quand tu le. Ouais, mais pour la nuit, quoi. Ça te permet de survivre. C'est dans Bear Grylls. Man vs Wild. Non, alors c'est dans Star Wars. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous cherchez et dans The Revenant, non, il y a pas ça. Il dort pas dans un cheval mort. Il mange de la viande crue, ce qui a priori il a. Je crois qu'il y a ça, mais le truc culte, c'est évidemment Star Wars. Il l'ouvre avec. Oui, mais c'est celui-là que je cherchais. Et moi, je l'ai dit Bear Grylls, quoi. Mais peut-être qu'il le fait Bear Grylls. Non, mais il le fait vraiment. Alors probablement qu'il boit sa pisse après. Ça c'est. Il le fait. Il pisse dans un serpent qui lui sert d'une gourde après. Il fait tout ça pour de vrai. Donc on enchaîne avec ton prochain titre où tu as encore quelque chose à dire peut-être sur notre great teacher. Alors GTO avec Is, je peux le relire les 20 premiers tomes chaque année. Ça, une fois par an. Est-ce que tu te le relis une fois par an? Moi je sais que j'ai des petites habitudes de lecture. Je l'ai fait pendant 4-5 ans et là par contre j'ai plus de place dans ma maison à moi à Paris, du coup j'ai laissé tout chez mes parents. Du coup c'est un peu plus compliqué, mais moi c'est un titre que j'avais découvert via l'animé qui était passé, qui était diffusé sur Canal Plus à l'époque. Très très connu. Il y avait Full Metal et GTO 50 épisodes. Et j'avais vu là. Puis même l'opening, moi je le connaissais beaucoup. Et je me rappelle que la VF était pas dégueu. Enfin moi me faisait bien marrer. Non mais c'était des acteurs de doublage connus qui étaient dessus. J'ai plus les noms et je vais dire une bêtise, mais c'était des acteurs de doublage connus en tout cas. Alors on enchaîne avec ton prochain titre, c'est Nana, qui date de 2002. L'éditeur c'est Akata Delcourt, donc 21 tomes, et l'autrice c'est Ai Yazawa. Donc pour le pitch, on suit les aventures de la jeune Nana Ozaki qui va croiser la route d'une autre jeune fille s'appelant Nana et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. Ben quoi? C'est pas possible. Alors Nana, c'est mon premier manga pour meuf. Ok. Estampillé shoujo et où j'assumais le lien parce que je me suis dit ce manga est vraiment trop bien. C'est shoujo mais très rock en même temps, très punk dans oui, mais après ton, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit le thème principal, tu vois. Après il y a énormément de thèmes dans Nana, que ça soit au niveau de la société japonaise ou autre. Mais ouais, c'est ça parle de pas mal de problèmes de société quand même, même si t'as tout ce côté très tranche de vie. Moi je trouve que c'est un manga qui était hyper cru sur les problématiques des jeunes de cet âge là, quoi, et qui nous permettait de découvrir cette partie de la société au Japon pour nous français. Ah non mais c'est clair, et clairement aussi moi forcément ça m'a attiré les relations amoureuses, donc là c'était vu côté un peu femme forcément. Et en fait, l'auteur, elle a mis plein de relations différentes entre les protagonistes, des relations amoureuses complexes. On parle de relations sexuelles pour la première fois pour moi dans un manga, et je fais waouh, mais sans que ça soit un tabou particulier. C'est pas évoqué comme attention, on fait du sexe, etc. Non, c'est un truc normal du quotidien. Et c'est genre normal d'en parler, c'est genre normal de le faire et de le voir. Et c'était la première fois que je disais ça dans un manga. Et clairement, et c'est pas forcément une relation sexuelle fantasmée. C'est genre tout le monde le fait, tout le monde peut avoir des problèmes. Toi, c'est pas comme genre Lovina qui veut tomber amoureux et genre s'il lui touche les lèvres, c'est un truc incroyable, tu vois. Mais Nana Komatsu, tu vois, elle sort avec plein de personnes, elle a plein de déceptions amoureuses. Nana Osaki, la rockeuse, elle somme avec son mec Rain parce que c'est méga compliqué. Bref, c'est assez réaliste en termes de manga. Et c'est un peu triste, surtout que ce manga n'est toujours pas fini. Ouais. On est à 21 tomes parce que l'auteur a des problèmes de santé. Je suis pas sûr qu'elle finisse ce manga, mais toi, c'est un des mangas qui, malgré le fait que ça ne continue pas, est toujours en vente. Ouais, clairement. C'est incroyable. Enfin, je pense pas que dans l'édition il y ait une autre un autre cas comme ça. Oui, mais lui il fait de temps en temps. C'est vrai de dire quelque part. Il se rappelle à notre bon souvenir. Et tu vois, je parlais de Degreman à la suite et je fais Degreman. Finalement que j'ai fait ah ouais mec, ah ouais d'accord. Tous les 2 ans tu sors un tome. Mais toi il sort un tome alors que Aizawa ça fait je sais pas 2009 qu'elle a pas sorti de tome. Je suis pas sûr qu'elle en sorte un.
Mais ça n'empêche que c'est quand même un manga que tu conseilles, parce que même si ça sort pas, même si t'as pas la suite, t'as pas la fin, c'est pas grave, parce que le propos du manga principal, c'est pas le fil rouge. Il y a pas un fil rouge genre je vais être le meilleur du monde et voir comment tu vas finir le meilleur du monde. Non, là c'est un peu tranche de vie, quotidien, relations complexes, et t'as vraiment l'impression de lire un truc tranquillou et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve ça ouf, Nana. C'est le premier shoujo que... Non, c'est pas le premier shoujo que j'ai lu, mais c'est le premier shoujo que j'ai pris au sérieux. Où je me suis dit, là, j'ai pas l'impression d'être pris pour une gamine nunuche qui veut des histoires à l'eau de rose. J'ai vraiment eu ce truc de ça me prend, ça tient. Je crois en ces personnages et moi, c'est toujours un titre que j'ai beaucoup apprécié. Mais Nana, c'est vraiment un phénomène, vraiment. Et transgénérationnel, comme tu dis, au final, ça continue à être publié. C'est déjà une œuvre culte, alors que c'est une œuvre qui est pas si vieille que ça finalement, mais elle est déjà culte pour une bonne partie du lectorat. Ouais, je vais le relire aussi. Alors direction la France pour ton prochain titre. On enchaîne avec Dreamland qui date de 2006. L'éditeur c'est Pika, 21 tomes, série en cours, et l'auteur c'est Renaud Lemaire. Donc pour le pitch, excuse-moi d'avance Renaud, on suit les aventures du jeune Terence qui va croiser la route d'un royaume imaginaire, celui des rêves, et découvrir que partager son quotidien avec ne sera pas de tout repos. Pauvre Renaud, il doit être dépité. Et il va être encore plus dépité par rapport à ce que je veux dire. Mais non, mais en gros, j'essaie de faire ma liste et j'avais carrément oublié Dreamland. Et je fais, mais n'importe quoi, comment j'ai pu oublier de mettre Dreamland dans cette liste? Je suis obligé de le mettre parce qu'à l'époque, quand c'est sorti en 2006, moi je pensais, avec ma mentalité un peu de jeune qui lit beaucoup de mangas avec mes 500 francs par mois, je me suis dit, vas-y, c'est du manga français. En 2006, t'avais pas 500 francs. Non, oui, d'accord, c'est à partir de 2001 que les euros sortent. Inflation. Mais j'ai gardé cette mentalité de 500 francs. Et en gros, je me suis dit, ouais, c'est un manga français, c'est de la merde. Genre vraiment. Genre, moi, je comprends. J'étais le plus grand détracteur sur ça. Je l'avais snobé aussi à la sortie. Et j'ai fait un stage. T'étais sur les forums. Non, mais clairement, mon libraire, il me le conseille en me disant, ouais, c'est pas mal pour un français. Genre, c'est pas mal pour un français. Et j'ai fait, non, je veux pas, tu vois. Genre, vraiment, je voulais pas. La phrase terrible. Ouais. Si tu veux pas faire acheter un manga à quelqu'un, tu lui dis, c'est clair. Et bref, j'ai fait un stage chez Pika Édition, donc l'éditeur de Dreamland, et c'était en 2008. Il y avait 5 tomes de sortie à l'époque. Et un jour, j'étais sur le stand à Montreuil, là, le salon de la presse jeunesse et tout. Et j'avais lu une bonne partie du catalogue Pika. Et pas du bon, pas que du bon, ça je peux vous le dire. Genre Hammer Session, le faux GTO. Girls Bravo, mais vous voulez même pas savoir ce que c'est. Non, ça ne l'est pas. À bout portant ou des trucs comme ça. Bref, j'avais toujours pas lu Dreamland. Et du coup, j'attendais à la caisse et il y avait personne car j'étais à l'ouverture, hein, j'étais stagiaire. Et je lis le tome 1. Et du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait un peu des dessins un peu Kid Paddle au tout début. Et je fais, ouais, mais c'est drôle. Mais parce qu'en fait, à un moment, il est dans le monde des rêves, je sais pas, il y a une sorte de SD. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Kid Paddle. Bref, je me dis, ouais, c'est drôle, ça se passe en France, ouais, c'est marrant. Le mec mange un kebab. Les références sont cool. Ouais, genre, il mange un kebab, c'est bon. Il va à des soirées étudiantes. Franchement, c'est fun. Et là, j'ai enchaîné les 4 autres tomes dans la journée et banger. T'as pas fait une vente du coup ce jour-là hein. Mais de toute façon, c'était la journée presse, je crois. C'était le lundi. Okay, c'était le lundi. Mais vraiment, j'étais scié de ce que j'avais lu en me disant de l'ambition scénaristique. Ouais. Et comment j'ai pu passer à côté pendant 2 ans et demi, 3 ans comme moi, c'était sorti. En faisant le connard. Mais vraiment, j'étais vraiment à fond dedans. Et après, j'étais un des plus grands défenseurs de Dreamland en tout me disant, pareil, mais tout pareil, incroyable. Après, on pourra dire ce qu'on veut sur. Il y a eu beaucoup d'histoires sur le style un peu imitation des Japonais parce qu'il fait des références à Vegeta, il fait des références, etc. Et je sais que j'avais lu à cette époque-là beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est juste de l'imitation, il a pas son propre style. Et en vrai, tu le vois aujourd'hui, il a son propre style. Mais bien sûr. C'est juste que au début. T'es un jeune auteur, t'es un truc, tu fais ce que tu connais, ce que tu aimes. Ça peut être une référence, c'est pas du plagiat, c'est juste peut-être un hommage ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avoue, à cette époque-là, je me suis dit, c'est ouf ce qu'il fait. En termes de dessin, mais même dès le tome 1, je trouve que c'est alors je parle de avant qu'il les redessine, mais c'était les premiers tomes, c'était
comment dire, inabouti, mais c'était, il y avait un truc quoi. Enfin, il y avait une énergie qui venait justement, je trouvais, de la franco-belge. Enfin, je pense qu'il y avait un truc aussi qui l'avait inspiré, enfin qu'il avait puisé là-dedans. Il y avait une vibe de petit Spirou un peu voilà, et qui lui donnait une identité aussi différente quoi. Donc ouais. Bah en tout cas, moi j'étais trop à fond dedans et même par exemple quand le tome 8 est sorti, quand Terrence il perd là son pucelage avec Lydia, et moi je me suis dit du coup mais moi aussi j'ai perdu mon pucelage quoi. Mais là il a fait un hommage à la Katsura. Non mais même si à l'époque j'avais plus mon pucelage, j'avais 20 ans. Ah non, tu veux dire par rapport au manga français. T'inquiète, tu t'es dépucé du manga français. On sait que t'es plus puceau, en tout cas, moi je suis devenu un des plus grands défenseurs de Dreamland, mais certainement aussi parce que j'étais un des plus grands détracteurs à l'époque. Et clairement, on dira ce qu'on veut, mais Renaud c'est quelqu'un de talentueux et Dreamland c'est une œuvre incroyable. Ouais. Bah je trouve que déjà ne serait-ce que ce que tu dis quoi, que ce soit une œuvre qui a été capable de faire changer d'avis sur un truc où t'étais arc-bouté, ça veut dire que c'était fort quoi. Enfin je veux dire, comme tu dis, t'es passé du plus gros détracteur au plus grand défenseur. Donc et même plus gros. Moi je sais que pendant ma période plus grand défenseur, j'étais peut-être dans ma période le plus grand forceur. J'abusais un peu. À un moment j'ai réussi à recaler, à recalibrer un petit peu. Mais évidemment on vous conseille de lire Dreamland et n'hésitez pas à aller écoutez notre émission qu'on a enregistrée avec Renaud Lemaire, ça s'appelle 1 heure avec Renaud Lemaire. Sobrement intitulé. Et nous on enchaîne avec déjà la fin du top 10 de Johnny. La dernière série, celle que tu détestes la plus, donc comme tu l'as dit en début d'émission. Pas du tout. Qui sera donc Claymore, qui date de 2006. L'éditeur c'est Glénat, il y a 27 tomes. Et l'autrice, ou l'auteur, je sais pas vraiment en fait, c'est Norihiro Yagi. Bonne question. Alors pour le pitch, je vous la fais rapide. On suit les aventures du jeune Raki qui va croiser la route d'une démon surpuissante nommée Claire et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. Incroyable ce pitch. Il faut savoir que je le dirai en conclusion, ça, mais c'est pas grave. Mais j'ai eu beaucoup de mal à choisir tous les titres parce qu'il y a énormément de titres dont je voulais parler. Je ferai un peu dans la conclusion tous les titres dont je voulais parler. Mais Claymore. Pourquoi Claymore ? Claymore, il m'a marqué pour une chose en particulier, outre le fait que le manga déchire et qu'il n'est pas connu, sous-coté, diront non, certains. on va pas utiliser ce terme-là. Mais clairement, il y a un truc au niveau scénaristique qui m'a choqué à l'époque. C'est un truc de ouf. Il y a une révélation de ouf qui se passe au tome 15. Donc c'est sorti en août 2009 en France et décembre 2008 au Japon. Et clairement, pour moi, l'Attaque des Titans s'est inspirée de cette révélation qui se passe. C'est pas impossible. On est dans des univers assez similaires en termes de noirceur. On a parlé un petit peu. Je sais qu'au bout d'un moment, c'est très dur de faire quelque chose d'original. C'est très dur d'avoir des nouvelles mécaniques. Westworld a lancé cette histoire de timeline où quand tu es sur ce de timeline et là tu fais waouh, révélation, mais maintenant à cause de ça, tu es obligé d'y penser pour les prochains. Le village, c'est pareil, tu es obligé d'y penser par rapport à ça. Et pour moi, clairement Claymore, il a fait un truc de ouf à ce moment-là que moi j'avais jamais lu et c'était au tome 15 et pour moi pour ça il est très fort et c'est mon premier manga je pense de Dark Fantasy avant Berserk. J'ai lu Claymore qui est vraiment super top. Qui est une super série, je suis d'accord qu'elle est un petit peu oubliée. Après l'auteur continue à publier. D'ailleurs ces nouvelles séries elles sont encore chez Glénat. Ariadne, et je me souviens que les 3 premiers tomes j'avais trouvé ça vraiment très cool. Alors c'est plus jeune, ce qui fait c'est moins dark fantasy, mais évidemment on vous conseille très fort de lire Claymore. C'est une série qui a vraiment une place un peu particulière dans le cœur des lecteurs de manga. Je pense qu'on l'a mis dans le manga. Je sais plus si on l'a mis dans le manga. Là j'ai un doute, là je suis pas sûr. Après je pense qu'ils se vendent toujours quand même bien, mais c'est vrai que je le mets un peu en parallèle moi en Degreyman parce que c'est un peu de la dark fantasy Degreyman et qui n'est toujours pas fini, hein. C'est un peu comme Nana, il y a 28 tomes en cours. C'est l'histoire de tes séries ça. Il y a 28 tomes en cours aujourd'hui, sachant que le dernier est sorti en 2022, que le précédent il est sorti en 2020. Ça veut dire que peut-être que cette année potentiellement il y aura un nouveau tome, mais Degreyman m'a marqué pour une raison simple, c'est que je me suis dit, déjà, c'était pas de la comédie romantique. Vous pouvez oublier ça. Je peux te le pitcher en comédie romantique. Ouais, mais ça marchera pas avec Inari. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Inari. Oh là là, et son quotidien change. Mais non, mais je me suis dit, purée, c'est un peu violent, non, quand même, pour un
pour un premier tome et un début, genre le méchant, il est vraiment méchant, il tue tout le monde et tu vois qu'il tue tout le monde. Et là, moi, j'étais pas trop habitué parce que je lisais beaucoup de comédies romantiques et je lisais beaucoup de Tout va bien chez les bisounours et même Naruto, il y a des gens qui meurent, mais vite fait quoi, il y en a un. Là, le méchant, il tue des gens par centaines. Ouais, et puis chapitre 1, ça démarre direct. Et c'est chaud la vie d'Ellen Walker, tu fais, mais elle est chaude sa vie, le mec. Et c'est vrai que du côté du désespoir, c'est vrai que ça peut clairement faire penser à l'Attaque des Titans aussi, parce que c'est une série qui est noire, vraiment, il y a très peu d'espoir. Les quelques moments où il y a de l'espoir, c'est souvent très vite cassé derrière avec un truc bien sombre qui arrive. C'est une série qui souffre de sa périodicité, évidemment, mais c'est vrai que c'est une série que je garde toujours en mémoire. Mais ça m'a énormément marqué et c'est un manga qui est pareil, qui tu te dis, tu lis, tu tournes les pages et tu continues et c'est incroyable. Mais ouais, Dick Grayman, oh là là. Et donc dans Dick Grayman, on suit les aventures du jeune Alan Walker qui va croiser la route d'un démon millénaire nommé le Comte Millénaire, si je dis pas de bêtises, et découvrir que partager son quotidien avec lui ne sera pas de tout repos. Donc voilà, j'avais décidé de faire tous les pitchs de manière à les transformer en comédie romantique. C'était un hommage, Denis, c'était un hommage pour toi. C'est gentil. On arrive à la fin de ton top. On va switcher sur la conclusion. Donc est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot peut-être pour cette conclusion? Oui, ça a été dur, très dur de faire cette liste car j'en avais trop en fait et faut savoir que pratiquement tout ce que je lisais, je le regardais aussi en anime et je me suis toujours dit la version manga est quand même vachement mieux. Après il y a quelques exceptions. Ça on n'arrête pas de le dire. Ouais, non mais il y a quelques exceptions, genre pour moi, je trouve que certaines adaptations arrivent à sublimer l'essence du manga original, genre School Rumble ou La Mélancolie d'Haruhi. Mais d'une manière générale, toi, j'ai toujours préféré le manga, mais ces deux animes en particulier, je me suis dit. Au début, franchement, j'y croyais pas. Je pensais que c'était l'anime qui était sorti avant le manga, ce qui n'est pas le cas. C'est pas comme Gurren Lagann, par exemple. Mais clairement, School Rumble et La Mélancolie d'Haruhi, c'est assez incroyable en anime. Et à chaque fois, j'ai toujours regardé l'anime des Greyman, Claymore, etc. Dreamland, c'est toujours pas Dreamland, mais bientôt d'ailleurs Dreamland. Ouais, c'est vrai, bientôt. Et j'ai tous regardé en anime et je me suis toujours dit, c'est cool, mais le manga est quand même 10 fois mieux. C'est assez ouf. Petit aparté. Et je pense que d'une manière générale, toi, je préfère toujours le manga un peu en noir et blanc. Et j'ai toujours du mal un peu avec mes lectures un peu en couleur. Tu vois, le comics, par exemple, j'ai adoré Lock and Key. Ouais. Mais il m'a fallu du temps quoi, pour m'adapter au dessin. C'était compliqué, même si c'est super. Et je trouvais ça super. Bref, vous avez la liste des mangas qui je pense, représentent... on fait en tout cas l'homme que je suis aujourd'hui. À savoir non pas un pervers obsédé fantasmagorique, mais un homme plutôt romantique et un père aimant. On n'a rien dit, hein. Mais non, biographie toi-même. Non mais là en fait j'entends ma copine qui va m'écrire sur Messenger. Quand elle entendra ça, elle va dire t'es vraiment un mytho. En plus de dire des conneries sur ton âge, tu mens aux gens. Est-ce que tu nous ferais pas l'histoire de Johnny façon pitch de comédie romantique? Ah merde, mais il faut que je le fasse sur place. En tout cas, il y a plein de mangas dont je voulais parler et dont j'ai pas pu. Mais par exemple, il y avait Suzuka, l'athlétisme. J'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. Allez, drop la balance. Tu vois, Suzuka, je voulais en parler, mais j'ai pas pu. School Rumble, bah voilà, c'était l'humour. La Mélancolie d'Haruhi, c'était le what the fuck. Death Note parce que c'est culte. Air Gear, j'en ai parlé dans les mangas oubliés. Yu-Gi-Oh, ça a fait partie aussi de ma vie parce que mes cousins me l'ont fait découvrir. Et les premiers tomes de Yu-Gi-Oh, c'est pas des cartes. Hein. Ah non. C'était le maître du jeu et ça, faut pas l'oublier. Après, faut pas trop appuyer non plus. Hein. C'était quand même cool. C'est quand même un truc incroyable. Bleach, les 16 premiers tomes. J'ai pas parlé d'Hunter x Hunter, mais parce que pour moi c'est l'équivalent de Naruto. C'est un truc mondial. Tu peux ne pas. C'est impossible de pas l'aimer. C'est ton top, pas de justification. Get Backers, j'en ai pas parlé, mais je crois que j'en ai parlé dans les mangas oubliés. Et il y a un mec sur Discord qui en a parlé. Genre, vous allez faire. Oui, sur l'émission qu'on a fait sur Kyo, il a fait. Prochaine étape, du coup, ça m'a fait rire. Mais toi, j'aurais pu en parler ce soir. Aishid 21, parce que c'est Aishid 21. C'est tellement bien. En vrai, j'étais surpris que t'aies pas mis Aishid 21. Mais parce que je me rappelle que t'avais quand même une bâche. Oui, gigantesque. Je t'avais récupéré de Glénat et je t'avais mis dans ton appartement. Non mais je l'ai toujours. Mais tu vois, il a fallu choisir 10 titres et c'est super compliqué. Il y a un titre que personne connaît, en tout cas pour vous, j'en suis sûr. C'est Dance is the Vampire Band. Si, je connais. Ah merde. Et je voulais en parler parce que c'est un titre assez incroyable dans le sens où le mec. Non mais dans le sens où le mec putain, il fait un truc moé. Ça y est, je sais pourquoi je l'ai lu. C'est toi qui me l'as conseillé à l'époque. Oui mais c'est pas possible parce que j'ai dû te conseiller au moins 10 tomes parce que c'est vraiment très tard qu'on apprend quelque chose. Genre t'as l'impression
l'impression qu'il met son public, genre vous aimez le mot et je vous en mets, et tout d'un coup la meuf se transforme. Et je crois que c'est exactement comme ça que tu m'as eu en me disant non continue, tu vas voir. Mais c'est parce qu'à l'époque j'étais libraire. Espèce d'arnaqueur. À l'époque j'étais libraire. Oui, et tu m'avais vendu des trucs pas terribles non plus. J'avoue là pour le coup Dancing with Vampires, c'est mon péché mignon. Non, parce que tout court, il y a rien de mignon là-dedans. Mais parce qu'à l'époque je regardais Underworld. Et Underworld c'était loup-garou vampire et Vampire Bun, c'est exactement ça. Dance is the Vampire Bun, c'est exactement ça. Moi, j'adorais Kate Beckinsale. Ouais, putain, j'allais parler de l'actrice, je me rappelais plus de son nom. J'étais amoureux de Kate Beckinsale, forcément, de Célène. Le film était vraiment nul. Et Dance is the Vampire Bun, oui, c'était nul, mais elle était super belle. Sous Blade, vraiment à la rage. Mais du coup, voilà, plein de mangas dont j'ai pas parlé, mais peut-être qu'un jour vous verrez peut-être dans Manga Oublié. Voilà. Tu peux faire un top sur Sens Critique. Rien à voir. Et j'allais conseiller aux auditeurs, évidemment, de ne pas hésiter à aller alpaguer Johnny sur le Discord si vous avez des questions sur ces deux séries. Il en a plein à vous conseiller, a priori. Johnny, merci beaucoup. Robin, merci à toi aussi de m'avoir protégé pendant cette émission. Ça va, c'était pas trop dur. On va donc s'arrêter là et on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Avec comme émission, j'en ai aucune idée. Voilà. Attends, mais je croyais que t'avais une question. Moi, je viens de te préparer sur une question, moi. Ah bah tu veux que je te la pose quand même? Bah ouais, vas-y. Ok, je te la pose quand même. Ça m'aurait fait plaisir de savoir quel est ton meilleur souvenir du podcast. Oui, parce que ça fait longtemps, c'est vrai qu'on 8 ans. Enregistre maintenant. Ouais, plus là, c'est fou. Hein. Alors j'ai plein de souvenirs, bien entendu, notamment les la fois où on s'est battu avec les nazis là et tout. Non mais toutes les fois où on est bourré, tout le temps en fait. non mais j'ai plein de bons souvenirs. Mais j'avoue, il y en a un qui ressort un peu plus que les autres. C'est, je crois que j'ai annoncé dans une émission que j'allais avoir une fille. Et tu vois, à l'époque, pour moi, en gros, moi j'ai pas vraiment conscience qu'on nous écoute et je me dis je fais mon truc, j'aime parler de manga et c'est tout ce qui compte. Je vois les commentaires sur YouTube ou iTunes, etc. mais c'est pas concret, tu vois. Clairement c'est pas concret pour moi. Du coup je dis que je vais avoir une fille et la semaine d'après quand ça se diffuse, je reçois mais je sais pas une demi-douzaine de textos. Je fais waouh, félicitations, je fais waouh, les gens écoutent. Parce qu'en fait, t'es resté sur les pures relations parasociales, mais il y a aussi plein de gens qu'on connaît vraiment qui nous écoutent. Mais de manière. C'est à partir de là que t'as commencé à mentir sur ton âge. Dis le mensonge, marchera mieux si ça passe par le podcast. Mais après, de manière générale, j'adore les émissions où on a interaction directe avec nos auditeurs. Le Discord est super pour ça. On a fait pas mal de live, on a appelé des gens en direct. Et c'est là où vraiment tu te rends compte qu'on a une super communauté, que les gens ils sont bienveillants, on est dans le manga, ils aiment le manga, ils sont comme nous, ils veulent parler, c'est la passion, c'est l'hobby. Et ça, de manière générale, c'est ce que j'adore dans ce podcast. Voilà. C'est un très beau dernier message à adresser à nos chers auditeurs. Alors on vous dit au revoir pour de vrai ce coup-ci. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à aller faire un tour pour noter les émissions, noter le podcast, critiquer Johnny et juger la prestation de Kanya en tant que présentateur. Est-ce que vous voulez remplacer Kanya? En vrai, tu t'en es très bien sorti. Bravo. Merci à vous. Il y avait un problème sur les pitchs, mais ça c'est notre histoire. Mais j'aurais pas dû te laisser les écrire. À très vite. Les choupinous. Allez, à très vite. Salut. Ciao.